Au Mali, le groupe djihadiste Ansardine a revendiqué ce jeudi la mort des 5 casques bleus. Ces derniers ont été tués dans la région de Kidal, au nord d'Akelok, dans une embuscade. Au Nigeria, une deuxième lycéenne enlevée par Boko Haram a été récupérée ce jeudi par les militaires. Et ce, quelques jours après qu'une première jeune fille ait été retrouvée. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé ce jeudi un dialogue national à partir du 28 mai. Ce dialogue est annoncé 2 mois après le référendum constitutionnel du 20 mars dernier. Bonjour à tous et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'information sur Sika. Au Mali, 5 casques bleus de la mission onusienne ont été tués ce mercredi dans la région de Kidal, au nord d'Akelok. 3 soldats ont en outre été grièvement blessés. Il s'agit de militaires du contingent tchadien qui ont été pris dans une embuscade. L'attaque a été revendiquée ce jeudi par le groupe djihadiste Ansardine. À l'annonce de la nouvelle, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans une déclaration de son porte-parole, a demandé que les auteurs de ce crime odieux soient rapidement traduits en justice et rappelé que les attaques contre des casques bleus constituent un crime de guerre selon le droit international. Plus de 30 heures après sa soudaine disparition des écrans radars, le mystère entourait toujours ce vendredi les causes et le lieu exact du crash de l'Airbus d'Egypt Air reliant Paris au Caire. Les recherches de débris et des boîtes noires de l'Airbus A320 qui transportait 66 personnes, dont 30 Égyptiens et 15 Français, se poursuivaient dans la matinée, a indiqué un responsable du gouvernement égyptien. Même si elle reste vaine, le vol MS-804 s'est abîmé en mer dans la nuit de mercredi à jeudi entre les îles du sud de la Grèce et la côte nord de l'Égypte. Les autorités égyptiennes envisagent l'hypothèse que l'avion a été la cible d'une attaque terroriste, aucun message de détresse n'ayant été émis par l'équipage avant sa chute brutale et alors que les conditions météo étaient excellentes. La perte de cet avion intervient dans un contexte difficile pour l'Égypte, confrontée à de multiples défis sécuritaires et économiques. Au Nigeria, une deuxième lycéenne de Chibok, enlevée il y a plus de 2 ans par le groupe islamiste Boko Haram, a été récupérée ce jeudi par les militaires au cours d'une opération conjointe de l'armée et des miliciens aux alentours de Domboa, dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Selon le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, la jeune fille Serra Luka se trouvait parmi 97 femmes et enfants libérés lors de cette opération. Mardi dernier, une première jeune fille parmi les 219 toujours manquantes a été récupérée par des miliciens et des militaires dans la forêt de Sambisa, un des bastions de Boko Haram, toujours dans le nord-est du Nigeria. À en croire le porte-parole Sani Ousmane, Serra Luka reçoit actuellement des soins médicaux dans l'unité médicale du camp Aboko, Lagema de Biou, dans l'état de Borno. Sauver plus de 5000 enfants vulnérables des plantations de cacao, c'est l'ambition que nourrit la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Le pays a d'ailleurs présenté hier à Abidjan le projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action national de lutte PFTE contre les pires formes de travail des enfants. Financé par le département du travail des États-Unis à hauteur de 4,5 millions de dollars sur 5 ans, le projet d'élimination du travail des enfants dans la cacaoculture, lancé ce jeudi à Abidjan, s'inscrit dans un programme du gouvernement américain visant à réduire de 70% d'ici à 2020 les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Ainsi, 5400 enfants issus des zones de production du cacao bénéficieront d'un soutien direct à la scolarisation, à l'éducation et à la formation professionnelle.
Indirectement, le projet devrait toucher 10 fois plus d'enfants dans les 50 communautés bénéficiaires. De quoi réduire considérablement le travail des enfants, une lutte difficile à cerner à cause de la porosité des frontières de ce pays où le cacao représente les 2/3 des emplois et des revenus de la population d'une part et 40% des parts du marché mondial d'autre part. Selon la Fondation Initiative internationale pour le cacao, une organisation créée par l'industrie du chocolat pour lutter contre le travail des enfants dans la filière, quelque 1,2 million d'enfants ont été engagés dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire entre 2013 et 2014. En République démocratique du Congo, un mandat d'arrêt a été émis contre l'opposant Moïse Katumbi. Il a été formellement inculpé dans une affaire de recrutement de mercenaires et il est sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par le parquet général de la République démocratique du Congo. L'opposant congolais Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, en République démocratique du Congo, a été inculpé ce jeudi d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Ainsi, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par le parquet général du pays à Kinshasa. Or, l'inculpation équivaut à la fin de la phase d'instruction et Moïse Katumbi est donc désormais formellement en attente de son procès. Selon Sam Bokolombe, professeur de droit pénal à l'université de Kinshasa, au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, Moïse Katumbi encourt la peine de mort, systématiquement commuée en prison à vie, en vertu d'un moratoire sur l'application de la peine capitale. Un peu plus tôt, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, avait annoncé que l'opposant était inculpé et sous le coup d'un mandat d'arrêt à la suite de ses auditions de la semaine précédente dans le cadre d'une enquête sur un recrutement de mercenaires au Katanga, la province du sud-est de la République démocratique du Congo, dont il a été gouverneur de 2007 à septembre 2015. Pour mémoire, les autorités congolaises avaient annoncé le 4 mai l'ouverture d'une enquête visant l'opposant Moïse Katumbi après l'arrestation de 4 de ses gardes du corps, dont un Américain. Selon certains de ses proches, Moïse Katumbi se trouvait ce jeudi après-midi dans un hôpital de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ce journal se poursuit. À partir du 28 mai prochain, le Sénégal organisera un dialogue national. Il s'agit précisément de concertation sur des questions d'intérêt national impliquant le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué gouvernemental rendu public ce jeudi dans le pays. Le dialogue national annoncé par le président Macky Sall et qui va démarrer le 28 mai au Sénégal se fera sous forme de concertation inclusive sur des questions exclusivement d'intérêt national. Y prendront part les acteurs de la classe politique, ceux de la société civile, du secteur privé, des organisations de travailleurs, les autorités religieuses et coutumières. Quant au Parti démocratique sénégalais, principale formation de l'opposition qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012, il n'a pas encore été officiellement saisi de ces concertations et attend d'être édifié notamment sur leur contenu afin de prendre une décision. Ce dialogue national est annoncé 2 mois après la victoire à 62% du oui au référendum constitutionnel du 20 mars, dont l'un des principaux points visait entre autres une réduction immédiate du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Une mesure que Macky Sall a renoncé à appliquer immédiatement à son actuel mandat sur avis du Conseil constitutionnel, s'attirant ainsi des critiques de l'opposition et des organisations de la société civile qui l'accusent d'avoir manqué à sa parole. Au Burundi, une mission indépendante des Nations Unies enquête depuis début mai sur des allégations de violences massives des droits de l'homme depuis le début de la crise dans le pays. Leur mission va durer 4 mois. Ces violences ont déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 Burundais à l'exil.
L'ONU, qui a répertorié au moins 345 cas de torture et mauvais traitement depuis le début de l'année, a également dénoncé des cas d'exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée. Pour mémoire, le Burundi a plongé dans cette grave crise émaillée de violence lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un troisième mandat avant d'être réélu en juillet. À Paris, Salah Abdel Salem, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre, qui a fait 130 morts et des centaines de blessés, est arrivé tôt ce vendredi au palais de justice pour un premier interrogatoire très attendu pour la suite de l'enquête. Il devait être entendu toute la journée par les magistrats antiterroristes qui l'avaient mis en examen, notamment pour assassinat terroriste le 27 avril lors de sa remise par la Belgique à la France. D'après son avocat français, Franck Berton, il peut en théorie livrer des informations cruciales sur la conception du projet djihadiste, ses commanditaires et d'éventuels complices encore dans la nature. Il peut aussi aider à démêler les liens entre les attentats de Paris et de Bruxelles, formatés par la même cellule du groupe État islamique. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud a toujours des ennuis économiques. En effet, la Banque centrale sud-africaine a annoncé ce jeudi le maintien de son taux directeur à 7%, tout en révisant à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2016. Compte tenu du ralentissement de l'inflation, la Banque centrale a jugé possible de faire une pause dans un cycle d'austérité et a, par conséquent, décidé de laisser inchangé son taux à 7%. Parallèlement, la croissance sud-africaine continue d'être décevante, a reconnu le gouverneur Lesetja Kganyago lors d'une conférence de presse à Pretoria. La Banque centrale a ainsi révisé ses prévisions de croissance pour 2016 de 0,8% à 0,6%, s'alliant sur les chiffres du Fonds monétaire international. L'inflation a, quant à elle, ralenti depuis février où elle avait atteint son plus haut niveau en 7 ans. Elle est passée de 6,3% en mars à 6,2% en avril, restant cependant au-delà du seuil de 6% que la Banque centrale s'était fixé. Mais le répit devrait être de courte durée puisque la pression sur les prix des denrées alimentaires et du pétrole continue à s'intensifier, a poursuivi le gouverneur qui table sur une inflation de 6,7% d'ici la fin de l'année. L'inflation est alimentée notamment par le prix des denrées alimentaires qui a augmenté de 11% en avril en raison de la forte sécheresse qui sévit en Afrique du Sud. Le maintien du taux directeur est bienvenu dans un contexte très contraignant, a pour sa part réagi la banque sud-africaine FNB. La revue de presse de ce jour nous sera présentée par Emmanuel Crépi, qu'on retrouve juste après ceci. Emmanuel Crépi, bonjour. Bonjour Candice Deboué. Alors, nous démarrons la revue de presse de ce matin par la République démocratique du Congo, où l'opposant et candidat déclaré Moïse Katumbi est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Tout à fait, Candice Deboué. Le quotidien d'information générale, le Forum des As, nous fait lire qu'accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, Moïse Katumbi est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le parquet de Lubumbashi a signifié hier à l'ancien gouverneur du Katanga son inculpation et cependant les observateurs attendent de voir se dérouler un procès équitable où les droits de défense seront garantis. C'est ce qui nous fait lire le Forum des As. Pendant ce temps, un média Congo a également relayé l'information et titre Lubumbashi, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, Moïse Katumbi est visé par un mandat d'arrêt. Pendant ce temps, Jeune Afrique apporte plus de précision et nous fait dire que Katumbi est inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Congo Times n'a pas dérogé à l'actualité et se pose déjà des questions quant à l'inculpation de Moïse Katumbi. Katumbi, la fin d'une aventure présidentielle, s'interroge le média. Mais pendant ce temps, Katumbi a été neutralisé, semble penser le Phare quotidien indépendant paraissant à Kinshasa.
Au Gabon, à quelques semaines de l'élection présidentielle, le ton monte toujours entre le pouvoir et l'opposition. Et bien entendu, il faut dire que gabonactu.com parle ici de Ping, qui annonce avoir porté plainte contre Ali Bongo, le président sortant. Il a porté plainte contre le président sortant à la Cour pénale internationale. C'est ce qui nous fait lire gabonactu.com. Pendant ce temps, Gabon Echo, un autre média gabonais, s'interroge déjà sur l'usage qui sera fait de la chaîne nationale Gabon Télévision lors des élections présidentielles qui s'annoncent, et titre présidentielle 2016. Gabon Télévision entre monopolisation et manipulation, s'interroge le média. Gabon Libre, pour sa part, nous fait lire présidentielle 2016, Ali Bongo, candidat de l'UPG et du PGCI, s'interroge le journal, parce que à quelques semaines de leur congrès respectif, les responsables de ces deux partis, il s'agit de l'UPG et du PGCI, ont été reçus par le président de la République, Ali Bongo. Pendant ce temps, Gabatu ne se pose pas de questions et semble comprendre que plus d'une centaine d'associations de Port-Gentil apportent le soutien au président sortant, Ali Bongo. Et puis au Bénin, ce sont les nominations sous le nouveau régime qui tardent à tomber. Et les nominations tardent à tomber, comme vous le dites si bien, Candice Degwe. Gestion des structures publiques, titre la nouvelle tribune en manchette. Le gouvernement met les sociétés d'État en stand-by. Pendant ce temps, le palmarès parle du fonctionnement de l'administration béninoise sous le président Patrice Talon et affiche en manchette: tout reste au point mort. En dehors des commissions installées, l'administration reste bloquée. Matin Libre, un autre quotidien béninois d'information, parle toujours dans ce même registre et nous fait savoir que l'attente chez les pro-talons se prolonge. Pendant ce temps, un autre quotidien, Le Matin, nous parle toujours du piétinement des nominations sous la rupture et affiche en titre: Talon face oppression des chapelles politiques. Nous allons finir avec 7 au Bénin, un autre quotidien béninois qui ne parle pas de nomination, mais plutôt de l'évasion fiscale, Panama Papers, et affiche en manchette que 8 Béninois ont été épinglés dans cette affaire. Que cachent les personnes incriminées? L'exécutif silencieux sur la question et la justice béninoise demeure impuissante. Eh bien, Emmanuel Crépi, ainsi va le continent. Merci à vous pour toutes ces informations. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous pour l'attention.